Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre grand magazine Show Diplomatique qui reçoit pour vous ce soir Monsieur Guy Momat. Il est communicateur et spécialiste des Grands Lacs, consultant à la BBC et Al Jazeera English. Il est basé à Londres. Alors, avec lui sur ce plateau, nous allons parler des questions de politique internationale sur ce plateau et de l'actualité sur le plan international. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Guy Momat. Bonjour, Madame Valiente. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir. Je disais que vous êtes communicateur, vous êtes spécialiste des Grands Lacs, consultant à la BBC, Al Jazeera anglais. Vous avez été convié à participer aux concertations nationales qui ont été initiées par le président de la République l'année dernière, donc en fin d'année 2013. Pourquoi vous avez été choisi pour participer à ces concertations-là? Pourquoi vous? Quel a été votre apport, votre contribution? Bon, pourquoi moi? Comme je le dis, c'est un cheminement du Congo à mon pays d'origine, francophone, émigrer dans un autre pays, parvenir quelque part à nous intégrer, donc on l'a fait certainement, et au niveau de la langue, au niveau de la culture. C'est ce qui fait que, au niveau de notre communauté, en Grande-Bretagne, Londres, au jour d'aujourd'hui, le nom de Guy Momat, c'est un nom connu en fait. C'est à ce titre-là, quand les concertations sont convoquées, nous sommes considérés, comme les Anglais disent eux-mêmes, community leader. Donc nous sommes parmi le leader de notre communauté en Grande-Bretagne. Et c'est à ce titre-là. Donc, je suis venu comme l'un des représentants de la communauté congolaise vivant en Grande-Bretagne. Et parlant de ces assises, une chose doit être soulignée, c'est le fait que pour la première fois, notre communauté, c'est-à-dire les Congolais vivant à l'extérieur, ont été pris en compte. Il y a eu plusieurs forums, les gens s'y rendaient à titre individuel, mais pour la première fois, dans le quota des participants, il y a une partie qui a été réservée aux Congolais de l'étranger. Bon, nonobstant certaines petites difficultés au niveau de l'identification de certains membres de délégation, moins, le fait est là. Et là, c'est une occasion pour saluer ou remercier le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, du fait que dans l'organisation, il ait pu penser à cette catégorie qui, depuis des années, est un peu ignorée. En fait, c'est pourquoi, dans notre terminologie au jour d'aujourd'hui, nous disons, puisque quand nous parlons de diaspora, les gens ont une idée d'éloignement. Nous disons les Congolais vivant à l'extérieur. Donc les Congolais de l'extérieur et les Congolais de l'intérieur. Voilà, il y a cette nuance-là quand même. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes tous Congolais. La seule différence, qu'il y a ceux des Congolais qui vivent ici et ceux qui vivent à l'extérieur. Donc voilà un peu. Et à ce titre, nous personnellement, on a été retenus dans la commission conflit communautaire, paix et réconciliation. Et là, nous avons apporté notre petite expérience de Congolais à l'extérieur, notamment dans la prévention de conflits, puisqu'il fallait identifier. Justement, c'était la question suivante. Donc, vous avez été invité à participer aux concertations nationales. Quel a été votre apport? Qu'est-ce que vous avez pu apporter de nouveau aux mesures, aux résolutions prises lors de ces concertations-là? Bon, en principe, notre rapport... Spécifiquement pour la partie extérieure. Voilà, je peux peut-être vous laisser voir, c'est un peu ça. Je vais parler de notre rapport, puisque sur les deux plans, puisque nous avons contribué dans la commission, où nous parlons, je te donne un exemple, lorsqu'on a parlé de conflits préélectoraux. Ça ne se passe pas à l'extérieur, ça se passe ici, lors des élections. Notre contribution a été effective à cet endroit-là, donc en tant que Congolais à part entière. Donc il y a eu par exemple les conflits fonciers. À l'extérieur, les Congolais de l'étranger n'ont pas des problèmes de conflits fonciers. C'est ici. Nous avons contribué à donner notre petite intelligence par rapport à la résolution des conflits fonciers qui existent au jour d'aujourd'hui. Identification, analyse et puis porter des solutions aux différents conflits. Et pour rentrer maintenant en ce qui nous concerne, le problème bien spécifique, la diaspora congolaise fait face à de nombreux problèmes, notamment le fait de cette reconnaissance un peu. Il y a un certain nombre d'éléments constitutionnels qui nous sont déliés. Je prends un exemple, c'est le droit au vote. Au jour d'aujourd'hui, les Congolais vivant à l'extérieur n'ont pas droit au vote. Et nous avons tablé là-dessus
Dieu merci, nous avons pu obtenir un gain de cause. Nous parlons aujourd'hui des problèmes... Gain de cause, c'est-à-dire, excusez-moi Monsieur Momat, les élections 2016, vous pensez obtenir le droit de vote pour les Congolais vivant à l'extérieur? Le droit de vote des Congolais qui est constitutionnel, donc a été acquis, donc nous l'avons revendiqué et obtenu puisqu'il est constitutionnel, puisque la Constitution dit que tout Congolais a droit de voter. Ceux de l'extérieur, on disait pour des problèmes d'ordre matériel, vous ne votez pas. Nous avons voulu, à travers les concertations, revendiquer ça. Nous l'avons obtenu. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, quant à l'effectivité de sa mise en application, ça c'est un problème de temps. Au moins, au jour d'aujourd'hui, on a reconnu que les Congolais de l'extérieur vont voter. C'est ainsi que même la CENI a été contactée par un groupe, notre groupe, pour lui faire part de cette préoccupation qui est désormais dans votre, comment dirais-je, cursus, dans vos plannings. Il faut désormais, à l'issue des concertations, tenir compte que dans les années à venir, la donne diaspora va intervenir, c'est-à-dire il y a le recensement et autres. Voilà le premier élément que nous avons obtenu. Le recensement, il y a un problème, il y a la question de l'identification qui intervient. Oui, tout à fait. C'est pas une petite chose quand même. Oui, c'est pourquoi vous avez ce qu'on a pu obtenir pour le problème spécifique. Nous avons obtenu ça. Il y a l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait. Donc il y a le droit de vote. Oui, tout à fait. Un acquis on a obtenu. Oui. Pour tous les Congolais de l'extérieur, de l'étranger, voilà un acquis. Oui. Et deuxièmement, nous avons obtenu l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Voilà. Qui veut dire tout simplement, au jour d'aujourd'hui, la constitution actuelle en RDC stipule que la nationalité congolaise est unique et indivisible. Voilà. Tout à fait. Mais il s'est fait que, avec la réalité du terrain, il y a certains Congolais ayant quitté leur pays d'origine, dont la RDC, se trouvant à l'extérieur, ont pu, pour des raisons diverses, obtenir d'autres nationalités. C'est ce qui fait que, ipso facto, en nous basant sur la loi actuelle, ils perdent leur nationalité congolaise. Et parlant de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, en termes clairs, c'est ceci. Tout Congolais qui va à l'extérieur obtient une autre nationalité, cela ne lui enlève pas sa nationalité d'origine. Mais Monsieur Guy Momat, là vous allez quand même être d'accord avec moi que vous voulez modifier la Constitution, Monsieur Guy Momat. Tout à fait, la Constitution sera modifiée concernant ce problème-là. Mais dans l'entretemps. Et vous allez donner, vous allez ouvrir la voie, vous allez ouvrir la porte à toutes ces personnes. Aujourd'hui, des Congolais qui voudraient aussi modifier l'article 220 quand même. Hein. Vous tombez un peu à la guéguerre politicienne congolaise. Hein. Ah ben, ils trouveront raison. Ils diront mais pourquoi on va modifier la Constitution pour l'article sur la nationalité et pourquoi pas l'autre? Voilà. C'est pourquoi je vous dis, j'ai bien dit en introduction, j'ai évolué ici comme journaliste congolais. Donc nous étions parmi ceux qui stigmatisait un peu le comportement un peu malsain de la classe politique congolaise. Au jour d'aujourd'hui, nulle part, que ce soit au ciel ou sur la terre, il n'est interdit une quelconque modification de la Constitution. Et vous pensez que la classe politique congolaise a changé? Je suis en train de bien dire, nulle part sur terre et au ciel, on a interdit une quelconque modification de la Constitution congolaise, puisqu'il y a des mécanismes prévus dans la Constitution, justement, qui autorisent une modification. Mais c'est un peu ça, cette, mystification. Au jour d'aujourd'hui, parlons, justement, c'est pourquoi je dis, il ne faudrait pas qu'on tombe dans ce débat que je trouve un peu très bas. Ça fait. Il faut que le Congolais sache que la Constitution actuelle autorise des modifications. Et tout Congolais, politicien ou scientifique soit-il, qui veut faire voir à l'opinion congolaise que modifier la Constitution constitue un crime de lèse-majesté, je demande une mobilisation, donc l'éveil pour que ce genre de personnes ne puissent pas faire figure sur la scène politique. Puis ça, c'est justement de la manipulation et de l'intoxication. Lorsque le principe de l'irrévocabilité a été obtenu aux concertations nationales et, le président de la République, lors de son discours de clôture, l'a aussi stigmatisé, cela veut dire en clair... Vous l'a stigmatisé en disant quoi exactement? En parlant de la diaspora, parmi les recommandations qu'il prend en compte, entre autres, il y a cette irrévocabilité de la nationalité congolaise. Oui, mais ça, ce sont des ouvertures. Mais moi j'aimerais savoir, j'aimerais aussi que notre public puisse avoir vraiment le cœur net. Est-ce que vous avez obtenu le droit
de modifier justement la Constitution sur ce point-là de la nationalité congolaise. Il y a le premier point, le droit de vote, vous l'avez obtenu. Le deuxième point, est-ce que ça a été OK pendant les concertations nationales? Oui, c'est ce que j'essayais de dire. L'irrévocabilité, c'est un acquis, ça figure parmi les recommandations des concertations nationales, mais maintenant, c'est au niveau de l'applicabilité. Et là, spécifiquement, je vais dire que la Constitution sera modifiée sur ça. Quant au timing, c'est cela qu'on va voir avec le législateur. Mais c'est un acquis. Mais dans l'entretemps, ça c'est notre acquis. On dit comme ça peut prendre le temps pour la modification de la Constitution, mais ceux des Congolais qui veulent bien venir ici doivent bénéficier de facilités consulaires. C'est-à-dire que, et les facilités consulaires quand je parle, puisque si nous parlons de ceux de Congolais qui ont notre nationalité, au jour d'aujourd'hui, depuis qu'ils reviennent au Congo, ils doivent solliciter un visa. Et les facilités consulaires, nous entendons cette suppression des visas qu'on accorde aux Congolais qui ont acquis une autre nationalité, qui veulent bien rentrer dans leur pays. Donc voilà, c'est bien clair. On va changer la modification, mais en attendant, il faut permettre à ces gens-là de venir dans leur pays d'origine sans qu'il y ait ces formalités ou ces contraintes d'obtention de visa. Et ça concerne tous les Congolais qui se trouvent dans cette catégorie. Voilà, c'est bien clair. Voilà l'autre acquis des concertations nationales. Et l'autre acquis aussi, c'est l'implication de la diaspora ou des Congolais de l'étranger dans la gestion de la chose publique. C'est quelque chose de très fondamental. Pour la première fois, à titre au moins officiellement, puisqu'il y a quelque temps, on prenait 2 ou 3 individus, on les met, bon, on dit non, il vient de l'Europe, il vient de la diaspora, mais au moins ici, c'est un acquis de concertation. L'implication de la diaspora congolaise dans la gestion de la chose publique. En d'autres termes, on a obtenu que les représentants de la diaspora puissent être dans toutes les institutions de la République, en commençant par le gouvernement, en commençant par les mécanismes d'après-concertation nationale et même dans les entreprises étatiques, au même titre que ceux de Congolais qui vivent à l'intérieur. Politiciens, menuisiers ou quoi, je ne sais pas, ou hommes vivant avec handicap, au même titre. Et ça, on l'a obtenu, et avec une spécificité en ce qui concerne l'institution gouvernement, c'est que nous avons pu obtenir aussi la mise en place d'un ministère des Congolais de l'étranger, ce qui n'a jamais été existé. Monsieur Guy Momatsi, je vous comprends très bien, donc vous vous laissez entendre que dans les tout prochains jours, déjà nous sommes dans la fièvre, les Congolais attendent la formation d'un nouveau gouvernement. À vous entendre parler, vous voulez dire que lorsqu'il y aura un nouveau gouvernement, que nous aurons, je veux dire, des Congolais vivant à l'étranger qui vont revenir à Kinshasa, en RDC, pour participer, être actifs dans chacun de ces ministères-là, c'est ça ? C'est un acquis, aux concertations on en a beaucoup parlé, de cette exclusion. C'est pourquoi nous disons les Congolais de l'intérieur et les Congolais de l'extérieur. Ouais. Tous Congolais. À un moment, on disait ils sont à l'extérieur, tout ça. On a pu obtenir ça, notre implication. Au niveau du gouvernement, si je parlais d'un ministère des Congolais de l'étranger, ce n'est pas le seul acquis. Parce que ça, c'est bien spécifique, puis ça n'a jamais existé. On a eu une triste expérience avec ce qu'on appelait vice-ministère de Congolais de l'étranger, qui en réalité n'était qu'une direction. Mais au jour d'aujourd'hui, on va en parler, nous allons arriver. Nous avons un ministère, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, il n'y a pas que ce ministère. L'implication de la diaspora, c'est-à-dire à part entière comme tout le monde. Donc il y a un quota qui doit être réservé aux Congolais qui vivent à l'extérieur et qui aimeraient bien, par compétence et par souci du pays, faire partie de cette équipe d'une équipe gouvernementale de grande cohésion nationale. Oui, madame, dans la prochaine équipe, il y aura des membres de la communauté congolaise de l'extérieur dans l'exécutif qui sera mis en place à l'issue des concertations nationales. Voilà. C'est toutes les recommandations qui ont été prises et adoptées lors de ces concertations nationales. Non, vous m'avez parlé en ce qui nous concernait. Nous sommes vraiment dans la diaspora. En ce qui concerne la diaspora, voilà, il y a ça. Nous sommes vraiment dans la diaspora. Ce sont les grandes avancées. Nous avons parlé de l'irrévocabilité, le droit de vote. Nous avons parlé de l'implication des Congolais de l'étranger. Surtout quand nous parlons de ce ministère, c'est-à-dire que ça sera un instrument qui sera au service
de résoudre un certain nombre bien spécifique aux Congolais de l'extérieur. Voilà pourquoi nous tenons à ça. Et l'un des critères, nous disons, puisque par exemple, je me dis au jour d'aujourd'hui, un Congolais qui est en contact avec les investisseurs, par exemple, qui veut bien venir ici, on sait que nous appelons investissement direct extérieur, mais il est buté à des difficultés. Pour rencontrer une autorité, ça pose un problème. Vous passez par l'ANAPI, vous passez par là. Or, ce mécanisme-là, au niveau du ministère, il y aura une direction chargée uniquement des investissements productifs des Congolais de l'extérieur. Une sorte de guichet unique. Vous n'avez pas à aller gauche-droite, vous avez des projets, il y a une direction, vous les soumettez et toutes les formalités sont prises en compte par cette direction du ministère. Nous avons par exemple le retour des Congolais ici sur place. On a des sérieux problèmes. Au jour d'aujourd'hui, les gens le font un peu à titre individuel, un petit groupe. Vous allez voir le ministre des Affaires foncières, vous dire nous voulons avoir un lopin de terre pour bâtir tout ça. Dans les cas de ce ministère que nous revendiquons avec force, il y aura de mécanismes, une direction qui sera justement chargée de ce qu'on appelle par exemple la direction chargée du social et de l'habitat par exemple des Congolais de l'extérieur. Tous les mécanismes, toutes les facilités mises en place. L'autre aspect aussi, il y a au jour d'aujourd'hui, nous savons ici à Kinshasa, nous parlons des chiffres 10 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est le fait que la plupart des Congolais... C'est quoi le chiffre 10 ? Bon, c'est le transfert par... je ne veux pas faire la publicité... d'une quelconque compagnie, les transferts d'argent du Congolais de l'extérieur vers sa famille. Oh, la réalité est bien claire. Nos familles sont ce qu'elles sont avec la situation actuelle. Et la situation fait que certains d'entre nous, parmi les familles, se rendent à l'extérieur et constituent quelque part un bouée de sauvetage pour les familles restées au pays. Et c'est une réalité, ça se fait. Transfert d'argent pour les funérailles, pour les minervales, pour ceci qui est tout à fait naturel. Comme si ces Congolais de l'étranger qui constituent une bouée pour leur famille rester ici au pays, c'est-à-dire que ces Congolais vivent bien à l'extérieur, pourquoi ils ont besoin de revenir au Congo pour justement être représentés dans les différents ministères ici? On peut justement bien servir son pays même à l'extérieur en organisant des structures dans ces pays respectifs où les Congolais résident. Les Congolais sont partout à travers le monde. J'ai voulu bien préciser de crainte que je ne sois très mal compris. Quand je parlais de ce transfert, mon idée ne s'était pas arrêtée là. C'est-à-dire que ces actes individuels des chaque Congolais à l'extérieur et sur le plan économique, ça constitue un aspect très important. Les flux des transferts de Congolais de l'extérieur dans certains pays constituent même un montant au-dessus de l'aide bilatérale à ces pays-là, d'où il faut les canaliser. Et c'est pourquoi j'évoquais de ces actions individuelles, collectives, qui constituent en fait combiner des actions qui ont un impact sur l'économie nationale. Il faudrait canaliser ça. Et au niveau du ministère de Congolais de l'étranger, il faut canaliser là. Par exemple, à travers la création d'une banque des Congolais de l'extérieur, qui est une possibilité, en même temps, la même solidarité ici au Congo. Ça se passe de la même manière, sauf qu'à la seule différence, ça se passe à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, tu es quelque part directeur. C'est pourquoi je ne voudrais pas que ça soit seulement cette idée péjorative que les gens ne vivent que de ce que les Congolais de l'extérieur donnent à leur famille. Nous vivons dans ce pays, vous êtes directeur, vous avez un peu de gain, demain matin, c'est pratiquement tout le monde qui est là. Il y a funérailles, on recourt à vous. Et c'est le même mécanisme qui s'est fait ailleurs, sauf que c'est dans des frontières étrangères, il y a l'implication des transferts. Ici, si par exemple tu peux quitter ici, aller en Ngaba, prendre de l'argent par exemple pour le funérail, mais si le même frère est en Europe, c'est un transfert. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce niveau-là. Brièvement pour alors là, on aura toute la diaspora congolaise qui sera de retour à Kinshasa, apparemment, avec, à vous entendre. C'est vrai, ce sont des très bons, des très beaux projets, mais moi, je me pose la question au niveau de la faisabilité. Est-ce que cela est possible? Vous parlez si bien de toutes ces propositions qui ont été faites. Est-ce que vous pensez que lors de la formation de ce nouveau gouvernement, vous allez vraiment avoir gain de cause avec toutes ces propositions-là? Déjà, vous avez suggéré la restructuration du ministère des Congolais de l'étranger.
c'est pas une nouveauté. Il a existé. C'est vrai que ça n'a pas bien marché, faute peut-être de la mauvaise gestion. Mais qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau pour redorer l'image de ce ministère-là? Comme ça, les Congolais de l'étranger aussi vont se retrouver très impliqués des problèmes qui leur concernent, eux, sur le plan extérieur, concernant leur pays aussi. Lorsqu'il faut faire venir, lorsque vous avez un Congolais qui a changé de nationalité, qui vit dans un pays de l'espace Schengen, je prends l'exemple comme ça, et qui doit faire venir un membre de sa famille pour des soins médicaux, ce Congolais qui est naturalisé français, belge, suisse, allemand, qui doit remplir plusieurs conditions, électricité, eau, et qui a un travail correct. Aujourd'hui, il a la nationalité de ce pays-là, mais quand même, on refuse le visa pour ce membre, son parent. Est-ce que toutes ces questions-là, vous pensez que vous, avec tous ces beaux projets, vous allez réussir à réaliser cela avec ce nouveau ministère-là aujourd'hui? Je n'ai pas l'air simplement de donner un bon discours, mais je fais un effort pour démontrer que nous en avons la maîtrise de ce que nous disons. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce que nous voulons faire, c'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil. Ça existe partout ailleurs. Et l'expérience démontre que si quelque chose est déjà fait, c'est question de l'adapter si c'est spécifique. Vous parlez par exemple des problèmes bien spécifiques. Vous avez un membre de famille qui se trouve en Europe avec toute la nationalité consort. Pour qu'un membre resté au pays vienne, c'est une sorte de gymnastique. Oui. Et à travers ce ministère, il doit y avoir, c'est pourquoi nous parlons de l'identification des Congolais de l'extérieur. Une fois qu'ils sont identifiés, avec des mécanismes bien précis, le ministère va faciliter justement ces genres d'opérations. Comment un Congolais vivant à l'extérieur, dont les parents sont restés au pays... Mais si vous n'arrivez pas déjà à identifier vos compatriotes sur le plan national, vous pensez qu'à l'extérieur, vous allez très bien le faire? C'est très différent. L'extérieur, c'est très différent. Vous comprenez ici... Le premier élément, c'est que le Congo est très vaste et grand et les problèmes sont bien spécifiques. Oui, mais les Congolais qui vivent à l'extérieur aussi sont dans plusieurs pays à travers le monde. Oui, tout à fait. C'est bien catégorisé. C'est pourquoi nous disons, quand nous parlons, je dirais même, les Congolais du monde. Oui, donc, les Congolais sont partout. Tout à fait. C'est bien spécifique et c'est pourquoi nous parlons de l'ensemble de problèmes des Congolais, pas spécifique à un continent. Et ce mécanisme-là, à quelques exceptions près, en ce qui concerne les diasporas congolaises africaines, et celle d'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Mais le principe reste le même. Si un membre, un Congolais qui vit à l'extérieur, qui peut être en mesure, pour une raison ou une autre, d'ordre social humanitaire, peut faire venir l'un de ses membres, ce ministère-là. Il y aura des directions à ce ministère-là qui peuvent faciliter cela. Puis ça s'est fait ailleurs. Quand vous regardez le cas du Sénégal et du Mali, cela se fait. C'est pourquoi nous parlons de facilitation d'ordre administratif et consulaire que ce ministère doit prendre en compte en ce qui concerne les Congolais de l'extérieur. Bon, vous parlez du Sénégal, Mali, ils n'ont pas la maison Schengen. Ici, nous avons vraiment un cas spécifique en République démocratique du Congo, c'est qu'il y a l'instauration de la maison Schengen qui gère toutes les demandes de visa de l'espace Schengen et c'est la Belgique qui gère l'espace Schengen à travers tous ces différents pays. Donc il y a des accords, il y a des structures qui ont été très bien établies. Lorsque vous parlez avec les ambassadeurs de différentes ambassades et différentes représentations diplomatiques ici, ils respectent les accords de la maison Schengen. Alors vous, lorsque vous allez instaurer votre ministère, est-ce que vous allez changer? Il faut changer ces accords. Comment est-ce que vous allez les structurer? C'est ça. Et modifier les accords de la maison Schengen? Ces mesures ont été prises sur base d'un certain nombre d'abus. J'estime très bien, si ce ministère existait et que des dossiers bien spécifiques motivés à travers ce mécanisme-là, concernant bien entendu les Congolais de l'étranger, je crois que, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines facilitations, il y a une certaine, comment dirais-je, sorte d'entente entre les différents ministères des Affaires étrangères avec la fameuse maison Schengen. Oui. Ça sera de la même manière en ce qui concerne une catégorie bien particulière des Congolais, c'est-à-dire ceux qui vivent à l'extérieur. Il appartiendra à ce ministère d'entamer, je comprends, de mécanismes, d'accord, pour voir dans quelle mesure
comment dirais-je, ce mécanisme doit être, comment dirais, bien spécifique à cette catégorie des Congolais. Et je crois que cela est possible. C'est bien clair, par exemple, le ministère, un Congolais identifié dans son pays hôte, ayant la résidence ou la nationalité, ayant les acquis bien précis. Pour des questions, par exemple, d'ordre médical, je ne vois pas, avec la caution du ministère, avec toutes les garanties possibles, qu'un membre appartenant ou qui a de lien avec ce Congolais, un visa lui serait refusé. Donc, et ce sont des problèmes bien spécifiques que doit gérer ce ministère. Voilà pourquoi nous l'avons réclamé, encore qu'il y ait un rectificatif. Il n'y a jamais existé un ministère de Congolais de l'extérieur. Il a existé un vice-ministère de la diaspora. Ouais. Encore que c'était une direction des affaires étrangères. Ouais. Or ici, ce que nous avons obtenu, c'est un ministère à part entière, au même titre que le ministère des Affaires étrangères, au même titre qu'un ministère, comment dirais-je, de l'économie et consort. Voilà la grande démarcation, et c'est ici le lieu de saluer la tenue de ces concertations nationales, et surtout le fait que le président ait pu accepter de mettre en pratique, comment dirais-je, ces résolutions. Et là, c'est une victoire pour nous, les Congolais de l'extérieur. Il y a des problèmes, vous pouvez vous imaginer, vous avez 2 ou 3 investisseurs qui viennent pour le bien du pays. Vous arrivez pour l'obtention d'un rendez-vous, vous amenez des investisseurs dans ce pays. Vous les amenez mais pour voir un ministre ou obtenir un visa, vous faites 2 mois et vous rentrez 2 fois. Voilà, c'est ça qu'on appelle cette lourdeur administrative. Et nous avons des problèmes spécifiques à travers ce ministère, puisqu'il y aura un travail qui sera fait en amont. Il sera une structure dans ce ministère-là. Au niveau du ministère, nous avons ce que nous appelons, dans notre entendement, nous avons une direction chargée des investissements des Congolais de l'extérieur, bien spécifique, qui ne s'occupe que de ce problème-là. De telle sorte qu'un Congolais qui vit aux États-Unis d'Amérique entre en contact avec son ministère avant son arrivée ici, les facilitations administratives, même au niveau, un rendez-vous est pris à l'avance. Et cela donne un peu confiance. Plus notre but, c'est lequel? C'est un peu casser ce qui apparaît au jour d'aujourd'hui comme une sorte de fossé entre notre pays et sa diaspora. Alors que les autres font un effort pour se rapprocher de sa diaspora. Et ici, c'était le contraire. Ouais, et voilà pourquoi nous sommes venus aux concertations nationales, voilà pourquoi nous sommes battus, et voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous revendiquons ça. C'est pour un seul intérêt, faire en sorte que le pays puisse bénéficier de ce que les autres, ses fils de l'extérieur peuvent faire. Parmi, entre autres tâches de ce ministère, nous avons ce que nous pouvons appeler le recensement des compétences et capacités. Ça veut dire quoi? Tout le monde, au jour d'aujourd'hui, à travers le monde, l'exemple le plus probant se trouve, par exemple, au niveau d'Israël. Israël est devenu ce qu'il est par rapport à ceux de ses fils partis à l'extérieur, ils sont revenus. Et ailleurs, on est en train de crier la fuite des cerveaux. C'est un fléau pour les pays, les études attestent. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, mais il y en a d'autres, comme les pays, comme notre pays jusqu'à présent. Oui, il y a des Congolais ne prend pas en compte cet aspect de choses. Et voilà. Ils préfèrent aller à l'extérieur, et lorsqu'ils sont à l'étranger, ils veulent plus revenir ici. Et voilà, et pour des raisons bien spécifiques. Voilà, à travers ce ministère. Et vous allez apporter des garanties pour le retour de ces Congolais. Voilà pourquoi je dis au niveau du ministère, il y aura ce que nous appelons la direction qui sera chargée du répertoire des compétences à travers le monde, c'est-à-dire ceux de Congolais, des nôtres, qui ont émergé dans tel ou tel domaine et qui évoluent. Vous pouvez vous imaginer, au jour d'aujourd'hui, si nous faisons cet effort de venir ici au Poro, il faut, je ne sais pas, il faut avoir beaucoup de courage. Mais vous, qui vous a mandaté? Est-ce que c'est la diaspora congolaise de l'extérieur qui vous a demandé de représenter les Congolais de l'extérieur dans les concertations, ou vous avez été invité par vos relations personnelles avec les organisateurs des concertations nationales? Est-ce que vous avez été mandaté? Une question simple, monsieur. Oui, tout à fait, à laquelle je vais répondre très facilement. Comme je l'ai dit, aux concertations nationales et en Grande-Bretagne, nous figurons parmi ce qu'on appelle community leader. Et à ce titre-là, nous avons des gens qui sont avec nous depuis plusieurs années, plus d'une quinzaine d'années, des Congolais vivant là-bas et qui ont organisé et nous ont donné ce droit de venir le représenter ici en RDC. Donc nous détenons
Vous leur avez fait le rapport après? Naturellement, je peux même vous dire, c'est au quotidien. Même la démarche que nous sommes en train de faire, nous sommes de cœur avec eux, parce que ce sont des problèmes bien spécifiques que nous vivons au quotidien. C'est pourquoi même en ce qui concerne ce ministère, nous disons il faudrait que ce soit un Congolais de l'étranger, qui veut dire un Congolais qui ne vit pas au Congo, mais qui vit ailleurs. Puisque là aussi, il y a une sorte, comment dirais-je, de récupération un peu malsaine. Vous ne pouvez pas faire 4 ans, 5 ans au Congo et prétendre que vous êtes de la diaspora. Le jour, madame, moi, Guy Momad, je vais me décider de venir ici, de rentrer définitivement au Congo pour une raison ou une autre. Au bout d'une année, 2 ans, je cesse de parler au nom de la diaspora. Mais tel n'est pas le cas. Et pour éviter ce qui s'est passé dans le passé, nous voulons que cette fois-ci, parmi les critères, le profil de l'animateur de ce ministère, que ce soit quelqu'un qui vit à l'extérieur, qui vit à l'étranger d'une manière permanente. Vous n'allez pas partir 2 mois, 3 mois, vous rentrez, au moins tu as fait 6 mois, tu rentres, je suis membre de la diaspora. Non, une adresse. Et ceux qui ont la chance, ils sont déjà établis avec une famille bien précise, reconnue, intégrée, font quelque chose dans ce pays. C'est ça, être le Congolais de l'extérieur. Pas passer une année, rentrer, et puis on dit on est de la diaspora. Ou avoir fait 10 ans, 15 ans. Je donne un exemple clair pour stigmatiser ce que je dis. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu aucun forum ou un autre, le ministre Lambert Mende de la communication dire qu'il est membre de la diaspora. Pourtant, il a passé 10 ans de sa vie en Europe. Mais du fait qu'il soit rentré, qu'il est établi ici, il cesse d'être un membre de la diaspora, bien entendu. Et donc le titre qu'il peut porter, un ancien de la diaspora. Voilà, c'est bien clair. Si vous êtes choisi pour représenter, chapeauter ce ministère-là, donc vous allez être appelé à résider ici en République démocratique du Congo. Et si vous êtes là durant 5 ans en tant que responsable ministre de ce ministère-là, vous n'allez plus prétendre être Congolais de l'étranger. Si vous êtes le responsable de ce ministère-là, donc vous serez basé ici, vous serez aussi obligé de faire des voyages à l'extérieur pour voir aussi les autres Congolais qui vivent à l'extérieur. Ne parlons pas seulement de la Grande-Bretagne. Vous allez faire tous ces voyages-là? Très facilement et trop à l'aise. Le ministère des Affaires sociales, ou je ne sais pas, les affaires sociales, s'occupe des aspects sociaux des populations congolaises. D'où la création de ce ministère. Il s'occupe des problèmes bien spécifiques. Le ministère des Congolais de l'étranger s'occupe d'un groupe bien spécifique qui ne vit pas ici, qui vivent à l'extérieur. Et s'occupe des problèmes bien spécifiques. Pas les problèmes du Congo, mais les problèmes du Congolais qui vit à l'extérieur. Oui, et le ministère sera basé où? C'est ça. Mais c'est justement partant de se dire, voilà un peu la grande différence. C'est-à-dire qu'au quotidien, ce ministère ou ce ministre doit être tout ce qu'il traite, de jour, de nuit, ne concerne qu'une catégorie bien précise de Congolais, ceux de l'extérieur. Et les problèmes qu'il résout sont des problèmes au quotidien bien précis des Congolais qui vivent à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a cette communion, cette présence permanente envers ces communautés-là. Donc voilà un peu la spécificité. Oui, mais le ministère sera basé où? Mais le ministère sera au Congo. Sera au Congo. Oui, donc les personnes qui vont, les Congolais, parce que vous avez dit qu'il y aura des Congolais de l'étranger qui seront ici dans les différents ministères, non seulement celui de la diaspora congolaise, le ministère, parlons du ministère de la diaspora congolaise qui sera basé ici à Kinshasa, et toutes ces personnes, puisque vous dites qu'il faut qu'on respecte le profil, donc il faut que les personnes, les Congolais qui vont travailler dans ce ministère soient de la diaspora congolaise parce qu'ils connaissent les réalités des Congolais vivant à l'extérieur. Ils seront basés ici à Kinshasa. Donc, vous allez commencer à effectuer des voyages chaque 2 mois, chaque semaine, dans les différents pays du monde, parce que les Congolais sont à travers le monde. C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que vous reprochez à l'ancien profil qui ne vivant pas à l'extérieur ou peut-être a passé plusieurs années. Vous avez cité le cas d'un profil ici. Donc, vous allez faire la même chose. Non, c'est ce que je dis. Je disais, j'étais très clair au jour d'aujourd'hui. Lorsque moi je viens, pour des raisons d'affaires, à titre individuel, je m'installe au Congo, n'est-ce pas, pendant 3 ans, 4 ans.
C'est-à-dire les... Vous êtes coupé des réalités de l'extérieur. Voilà pourquoi nous parlons de cette catégorie-là. Et dans les cadres du ministère, la grande différence, c'est ce que je dis au quotidien, c'est-à-dire le ministre en charge, puisque c'est extraverti, son existence, son travail, ce n'est pas le travail du Congo. Oui, c'est de l'extérieur. C'est les réalités quotidiennes de ceux qui vivent à l'extérieur. Partons de ce principe. Oui, c'est très clair. Oui, et ma question aussi est très claire. Oui, où serez-vous basé? Voilà. Mais le ministère sera basé ici et le ministre est censé rester ici. Ici. Je comprends. Alors si le ministre, M. Guy Momad, si le ministre est censé être ici à Kinshasa, c'est-à-dire vous serez aussi obligé, parce que vous, bon, je ne vais pas anticiper la nomination je parle du responsable de ce ministère-là, il sera obligé de se déplacer aussi à travers le monde pour s'enquérir de la situation des Congolais vivant à l'extérieur. Voilà. Vous serez obligé de vous déplacer, c'est ça. Ou bien vous allez commencer à faire venir les Congolais de l'extérieur, donc chacun dans les différents pays à travers le monde, qui seront obligés de venir ici pour faire rapport, c'est ça. Tous ces déplacements-là. Je vous donne un exemple. Il y a le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Ouais. C'est basé ici à Kinshasa. Le ministre n'est pas bien obligé de se rendre partout où il y a les représentations du pays à l'extérieur. Mais il y a des ambassades, ça c'est différent. Oui, c'est ce que je voulais... Il y a des consulats, il y a des représentations. Et j'ai voulu justement arriver à ce niveau-là. Oui, mais parce que vous n'avez pas répondu clairement à la question. Moi, je vous ai posé la question. Est-ce que vous allez collaborer? Est-ce qu'il y aura des représentations, des structures à l'extérieur qui seront en contact avec vous, avec votre ministère, ou bien vous allez être en rapport avec, vous serez sous tutelle du ministère des Affaires étrangères? Vous m'aviez dit non. Vous serez autonome, c'est un ministère à part entière, comme celui des Affaires étrangères. Donc c'est une structure autonome. Mais comment vous allez travailler? Parce que vous parlez des réalités des Congolais vivant à l'extérieur. Oui, vous avez reproché, je vous ai dit que c'est un ministre, ce n'est pas, vous l'avez dit, on n'invente pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce ministère a bel et bien existé. Oui. Vous reprochez le profil, vous dites qu'il faut avoir la compétence dans le profil, puisque nous parlons des Congolais, des réalités des Congolais qui vivent à l'étranger, donc il faut un Congolais qui vit à l'étranger, qui a sa famille là-bas, qui est basé là-bas, donc pas quelqu'un qui a étudié 5-10 ans là-bas, donc il faudrait que ça soit quelqu'un, un Congolais, qui vit à l'extérieur. C'est ça le problème, parce que ces personnes-là connaissent mieux les réalités de l'extérieur entre les Congolais. C'est ça le profil. Mais lorsque le ministère est basé ici à Kinshasa, le travail, comment est-ce que ça sera déroulé? Sinon, on retombe toujours sur l'ancien schéma. Donc vous êtes ici et vous êtes obligé de vous déplacer à travers le monde. C'est ce que je voulais, si vous m'avez laissé le temps de terminer mon idée, je crois que vous m'aurez bien compris. C'est-à-dire quand j'évoquais le ministère des Affaires étrangères, les ambassades sont l'un des mécanismes mis en place pour la fonctionnalité de ce ministère. Je n'ai fait que allusion à ça pour dire que dans les cas du ministère, pour la gestion de problèmes bien spécifiques de Congolais, il y aura des mécanismes de gestion de problèmes des Congolais à l'extérieur. Et le déplacement du ministre vers l'extérieur feront partie de mécanismes mis en place pour cette proximité avec eux. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'identification... Et quels sont les autres mécanismes aussi? Oui, c'est ce que je disais. Lorsque, par exemple, sur ce point précis, je vais être clair, lorsque nous disons de l'identification des Congolais de l'extérieur, c'est pas seulement les Congolais en tant qu'individus, c'est en tant qu'association et consort. L'identification, mise en place des mécanismes de collaboration avec ces différentes associations ou ces différents Congolais de l'extérieur avec le ministère. Il y a une banque de données bien spécifique et des problèmes bien spécifiques. Et ce travail, le ministère va travailler, c'est quoi je dis, travaille avec ceux qui sont sur terrain. Voilà un peu la grande dichotomie. Vous ne pouvez pas être ici, c'est une présence physique, mais toute la matière de ce ministère sera basée sur une communauté bien précise. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Vous ne pouvez pas être ici au Congo
en train de résoudre, par exemple, un problème de prise en charge d'un Congolais à l'extérieur. Tu comprends? Ça ne s'est fait pas ici, ça s'est fait à l'extérieur. Mais les mécanismes sont mis en place. D'où vous devez être en contact avec les personnes concernées et les structures ou les organisations pouvant aider à résoudre ce problème-là. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons par exemple du droit de vote, par exemple. Le ministère ici, une direction, après identification, il devra avoir de mécanismes de recensement, par exemple, de Congolais. Je ne veux pas parler du recensement, je parle de l'identification de Congolais de l'extérieur. Peut-être dans un premier temps, comme c'est un nouveau ministère, peut-être qu'au niveau des ambassades, il peut y avoir une représentation d'une direction ou l'autre du ministère des Congolais de l'extérieur, puisque les représentations à l'extérieur sont les ambassades. Vous comprenez un peu. D'où, par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a le problème consulaire. Tout est basé, nous parlons le problème de visa. Tout est basé au jour d'aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Et à travers l'ambassade, il y a une représentation. De la même manière qu'il peut avoir au sein de nos ambassades une direction ou une représentation bien spécifique du ministère des Congolais de l'extérieur. De la même manière qu'il y a, les représentants, par exemple, le ministère, nous avons au jour d'aujourd'hui, par exemple, l'organisation s'échangeant du café, nous avons des représentations dans différents pays. Là-bas. Et je vous dirais, pour les cas de la Grande-Bretagne, c'est lui qui s'occupe de notre représentation du café, se trouve à l'ambassade, son bureau se trouve à l'ambassade de notre pays en Grande-Bretagne. Voilà un peu une spécificité. Et le déplacement, nous avons vu, au lieu que ça soit un peu folklorique, dans l'agenda, dans le plan de travail, à part le contact à travers de mécanismes, le contact physique du ministre avec la diaspora, c'est quelque chose de plausible. Et ça ne peut pas se faire uniquement à l'extérieur, ça peut se faire ici au jour d'aujourd'hui. Nous avons d'autres pays qui ont organisé dans ce sens-là. Vous voyez par exemple, en ce qui concerne les pays comme le Nigeria et consorts, ils organisent des trucs dans ce sens-là. Le forum, en ce qui concerne le diaspora, dans leur pays respectif ou dans leur pays hôte. Voilà autant de mécanismes qui peuvent mettre en place pour faire ça. Et pour, comment dirais-je, essayer d'insister là-dessus, il y a quelques mois, il y a eu ce qu'on a appelé à Bruxelles la table ronde de la diaspora. Donc il y a eu un certain nombre des ministres du gouvernement actuel qui sont allés à la rencontre de la diaspora à l'extérieur, à Bruxelles. Voilà autant de mécanismes. L'important, c'est faire qu'il y ait ce pont qui a été quelque peu brisé entre les Congolais de l'extérieur et leur mère patrie, en même temps faire en sorte que leur expérience, leur avoir puisse bénéficier le pays sur le plan du développement. Voilà un peu le combat auquel nous livrons et ça concerne aussi bien le pays et ceux des Congolais qui vivent à l'extérieur. Et ceux qui voudraient à un moment ou à un autre revenir au pays, il faudrait qu'il y ait des mécanismes bien précis. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de la mise en place d'une banque. Ça, ce n'est qu'une possibilité. Nous avons aussi un problème bien spécifique. Est-ce que vous ne voyez pas que vous rêvez un peu trop grand par rapport à la restauration de ce ministère-là? Il y a beaucoup de choses à faire qui nécessitent quand même des gros moyens pour quelque chose que vous voulez rénover. Aujourd'hui, vous n'avez pas répondu clairement à la question de l'identification des Congolais. Non, je dis notre pays a été frappé pendant plusieurs années par des guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, avec la situation des frontières, quand même, la RDC a 9 pays voisins. Oui, et toutes ces questions de guerre, tous ces mouvements de masse, de déplacement, ces Congolais qui se retrouvent au Rwanda, des Congolais qui se retrouvent en République centrafricaine, pour ne citer que cela, et la situation des Congolais en frontière avec l'Angola, exemple comment on appelle encore la tribu Bazombo. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont en même temps Congolais. Lorsqu'il y a un côté où il peut avoir gain de cause, il se présente comme étant angolais. Comment vous allez les identifier? Là, vous parlez de déplacer à l'interne ou à l'extérieur? Vous parlez de à l'extérieur. À l'extérieur. Parce qu'à l'interne, ça ne concernera pas. Ouais, à l'extérieur. Il y a le ministère de l'Intérieur et autres qui vont faire. À l'extérieur, je me dis, c'est quoi nous parlons de l'identification des Congolais à l'extérieur? Nous devons avoir des banques des données. Au jour d'aujourd'hui, nous parlons de 7 à 8 millions de Congolais. Il n'y a pas de statistiques fiables. Donc, c'est-à-dire au niveau du ministère, on sait qu'on concerne l'identification et au départ, il doit y avoir une campagne de sensibilisation.
faire voir à tous les Congolais qui vivent à l'extérieur sur le bien fondé d'être identifiés en tant que tels. Notamment le fait quel est ce Congolais vivant à l'extérieur qui pour venir, puisqu'il a changé de nationalité, pour venir voir sa maman, il doit payer. Le cas du pays où je vis, ça fait 70 livres sterling, pratiquement 100 et quelques dollars pour venir, pour l'obtention du visa. Encore là, c'est un mois. Et si vous pensez qu'ils vont accepter de baisser si déjà pendant plusieurs années, ils ont amassé des millions et des millions de dollars? C'est un problème qui a été discuté dans la commission. Oui, mais ils ne vont pas accepter de baisser comme ça quand on a déjà fait plusieurs bénéfices. Je voudrais justement vous apaiser, puisque quand nous parlons des facilités administratives et consulaires, c'est quelque chose d'acquis, le président l'a dit. C'est après discussion dans les différentes commissions. Effectivement, il y avait certains représentants, je parle de certains ambassadeurs présents aux concertations qui ont soulevé cette question. Mais à l'unanimité, dans les différentes commissions, on a levé l'option que si c'est l'une des sources de revenus des ambassades, il appartient au gouvernement de suppléer à ça. Au moins, cette obtention du visa gratuite doit être un acquis. Donc voilà, on avait déjà transcendé au niveau des commissions, des différentes thématiques, et quand c'était retenu en termes de résolution, c'est-à-dire que tous les mandats... Je pense que vous avez obtenu beaucoup de choses quand même de ces concertations-là. Ne pensez-vous pas que un tout petit peu à côté, que vous êtes quand même fait leurrer, parce que c'est un plan à long terme? Vous pensez qu'avec la restauration de ce ministère-là, vous allez obtenir, vous allez réaliser toutes ces grandes choses-là? Ou il faut attendre plusieurs années? C'est un projet à long terme, c'est pas toutes ces questions-là. Toutes ces questions, c'est un combat. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je peux vous rétorquer la même question. Le président de la République a parlé de 30% de femmes. Vous croyez qu'à l'issue de son discours, ça s'arrête là? C'est le combat qui commence. Voilà, c'est le même cheminement. C'est pourquoi nous parlons des acquis. Et quand vous avez obtenu quelque chose, nous y avons mis l'intelligence, notre temps et des sacrifices. Nous avons obtenu ça. Il nous appartient à nous, pas d'autres personnes, pour revendiquer ça et pour que ça soit effectif. En ce qui concerne, par exemple, les mesures au niveau, administratif, je vais vous surprendre peut-être, ceux des Congolais qui sont venus ici en RDC à l'issue des concertations nationales, qui, après avoir obtenu un visa qui était pratiquement à terme ou qui tendait à s'expirer, ont pu obtenir leur prolongement ici. C'est à l'issue des concertations. Ça s'est fait au niveau de la Direction générale d'immigration, où on a accordé aux Congolais et à une autre nationalité qui s'est trouvée ici une durée de 6 mois. Donc c'est de l'effectivité, il faut se battre, et c'est pour cela que nous disons, ceux qui étaient ici, il faudrait que ça soit effectif ailleurs. Voilà, c'est un acquis. Je disais qu'il y avait les ambassadeurs qui étaient ici et ils ont entendu ce qui s'est fait. Donc il appartient au jour d'aujourd'hui, à notre niveau, de sensibiliser nos compatriotes à l'extérieur que c'est un droit au jour d'aujourd'hui, l'obtention de ce visa-là gratuit en attendant qu'on puisse arriver à l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Vous parlez de beaucoup de choses, mais nous devons nous battre, et moi, ce sont les choses réalistes. On peut le faire en 1 année, 2 ans, au moins, le combat est là. Voilà pourquoi l'obtention de ce ministère va permettre, ça va déclencher un mécanisme important. On a obtenu beaucoup de choses, c'est une bonne chose, et nous tenons aussi à remercier, une fois de plus, le chef de l'État pour ça. Puisqu'il a compris une chose, cette diaspora qu'on essayait de qualifier diaspora, diasadas, c'est une occasion qu'on puisse redorer l'image. Et c'est à travers ça, ceux des Congolais, politiciens ou autres, qui étaient aux concertations, qui ont vu la prestation des concertateurs venant de l'extérieur, ils vous l'en diront. La compétence, nous l'avons, l'expérience, nous l'avons, c'est juste le contexte. Et les concertations nationales nous ont permis de nous exercer et à prouver que nous pouvons faire quelque chose de primordial. Et l'obtention de ce ministère, notre implication, pas seulement le ministère, au niveau du gouvernement, moi je crois que ça va donner une autre vision des Congolais de l'extérieur. Et ça, nous le souhaitons très vivement. Comme ça sera aussi un leitmotiv pour ceux qui sont un peu réticents, qui disent, puisqu'il y a eu un problème, à un moment on se disait, ce qui se passe au Congo ne nous concerne pas, puisque le Congolais, les autorités semblaient mettre un peu en branle la donne diaspora. Mais à travers les concertations nationales, nous avons les échos et on nous encourage allant dans ce sens-là. Nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Une dernière question quand même, la question de la diaspora congolaise. Il y a une réalité aujourd'hui, les combattants.
Une certaine opinion pense que vous avez été convié aux concertations nationales parce que le gouvernement voudrait quand même essayer d'avoir une mainmise sur les Congolais vivant à l'extérieur pour essayer de gérer aussi tous ces mouvements-là, des combattants, des réalités aujourd'hui avec la musique congolaise, l'image sur le plan international ternie de la République démocratique du Congo. Cette opinion-là. Un problème très mal géré. Très mal géré. Et ça nous fait mal. Au jour d'aujourd'hui, quand j'entends parler de ce phénomène d'une manière péjorative, moi je dis non. Il faut arrêter de faire de l'hypocrisie. Il y a des gens qui ont prétendu vouloir terminer ce problème, ils ne l'ont pas fait. En fait, c'est quoi? Et vous pensez avec ce ministère, vous allez le terminer? Parce que c'est quand même... Il y a ceci, il faut bien distinguer les choses. De un, le Congo a failli, et ça c'est un droit constitutionnel, de la même manière que le pays où les autorités se donnent pour informer les Congolais de l'intérieur, qui est un droit à l'information, c'est un droit de la même manière que ceux de l'extérieur avaient droit d'être informés. Non, il y avait eu un déficit communicationnel. L'État a failli. Au jour d'aujourd'hui, parmi ceux qui se retrouvent dans ce coin, il y a certains qui, par frustration, je te parle des visas, l'obtention des visas par exemple. Je te parle du fait que quelqu'un est incapable, se trouvant en France, et que un membre de famille ne peut pas venir. Je te parle de ces Congolais-là qui, ayant une autre nationalité, ont dit que le Congo est ceci. Voilà la mauvaise gestion de certains problèmes spécifiques au Congolais a abouti à ce phénomène-là. Mais il y en a d'autres pour des raisons idéologiques. Il y a un manque d'informations, et quand nous parlons au jour d'aujourd'hui de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise, ça concerne tous les Congolais, combattants, soutenant le président Kabila, soutenant le président Tshisekedi, puisque nous retrouvons des gens qui ont une double nationalité et qui sont dans l'opposition et au pouvoir. Voilà un problème bien spécifique, mais qui était souvent à la base de frustration. Nous parlons par exemple au jour d'aujourd'hui. Mais les acteurs politiques restent les mêmes, hein? Voilà pourquoi. Et c'est le combat que nous menons et vous devez nous accompagner, puisque quelque part, les journalistes tombent dans le pied du politique. Voilà pourquoi, en ce qui concerne le problème bien spécifique aux Congolais de l'étranger, nous voulons que nous sommes là. Et nous sommes en mesure, tout en n'étant pas politiques, de gérer nos problèmes spécifiques. Nous les vivons au quotidien. Vous parlez de musiciens, mais au jour d'aujourd'hui, je dis qu'il y a des familles entières, qu'il y a des relations qui sont brisées en Europe. Tout simplement parce que le Congo a failli à communiquer. En même temps, le Congo n'a pas voulu prendre des mesures bien spécifiques pour gérer ce problème-là. Au fait, on parle de combattants, on parle de ceci sans en savoir la motivation. Et nous espérons très vivement qu'à travers ce mécanisme des Congolais de l'étranger, on peut résoudre. Nous ne disons pas que ce phénomène peut être complètement anéanti, mais ça sera l'amorce, puisque en fin de compte, c'est que nous, en tant que Congolais, je dis authentique à part entière, c'est brisé. Il faut relancer ce tuyau de communication entre le Congo et sa diaspora. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Donc, je rappelle à tous nos chers téléspectateurs que notre magazine Show Diplomatique venait de recevoir M. Guy Momat. Il est communicateur, spécialiste des Grands Lacs et consultant à BBC et Al Jazeera, section anglaise. Voilà. Avec lui sur ce plateau, nous avons parlé des mesures qui ont été prises lors des concertations nationales concernant la partie diaspora, donc des Congolais vivant à l'extérieur. Nous vous souhaitons bon vent pour cette nouvelle structure qui sera vraiment un ministère. Bonne chance. Espérons que vous allez changer la donne. Voilà, c'est la fin de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. À mercredi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir. Une banque qui est ouverte 24 heures sur 24. Une banque qui évolue avec son temps et fournit les mêmes solutions bancaires que les meilleurs de ce monde. Grâce à ses conditions maximales de sécurité et à sa réputation d'innover dans le secteur bancaire, avoir le contrôle sur vos transactions devient